le président a dit « Revenons aux valeurs fondamentales de la charte de l'ONU, qui est celle du multilatéralisme, c'est-à-dire la résolution collective des problèmes. » Et il a cité toutes sortes de conflits dans le monde, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le conflit au Proche-Orient, la situation à Gaza, la situation désastreuse à Gaza. Il a cité le conflit au Sud-Soudan et le conflit aussi bien sûr chez nous, à l'est de la République démocratique du Congo. Et il a dit que tous ces conflits peuvent être résolus si il y a multilatéralisme, c'est-à-dire si la communauté internationale se met ensemble de façon sincère, parce que ça c'est important, il faut que les gens soient sincères dans ce qu'ils disent et qu'ils tiennent leurs engagements pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Et l'autre volet de son discours, c'était tout ce qui concerne l'aspect des engagements du Congo, notamment l'aspect de la lutte contre le changement climatique. Le Congo est un pays solution, parce qu'à la fois avec les forêts, nous participons à ce qu'on appelle l'atténuation de la hausse des degrés, parce que grâce à nos forêts, nos tourbières qui absorbent le CO2, et puis par ailleurs, nous avons ce qu'on appelle les métaux stratégiques, les minéraux stratégiques, le coltan, le lithium, le cuivre, le cobalt, qui permettent aujourd'hui au monde transition énergétique, et donc le Congo est, comme on dit en anglais, key issue se résolve au Congo. Le Congo peut aider le monde à résoudre les problèmes cruciaux. Pour ça, le chef de l'État, il faut que le Congo impliqué comme acteur, pas simplement comme spectateur. C'est ça qu'il appelle la communauté internationale à venir investir au Congo pour que l'on puisse exploiter de façon efficace et durable nos minerais précieux, notamment les transformant sur place. Voilà. On veut la paix, mais pas la paix à n'importe quel. C'est pour ça qu'il a rappelé les fondamentaux. D'abord, c'est qu'il faut qu'on nomme les... Vous savez, on dit bien nommer les choses, ça permet déjà de mieux les comprendre et de résoudre les problèmes qui en découlent. Bien nommer les choses dans la crise sécuritaire et humanitaire qui passe à l'Est. N'oublions pas qu'il y a 7 millions de nos frères et sœurs errent dans les rues, qui sont aujourd'hui déplacés, qui sont dans des camps, qui sont dans des conditions très difficiles, malgré l'aide qu'apporte à la fois le gouvernement congolais et la communauté internationale. Ils vivent des conditions difficiles. Et tout ça, il faut revenir à la cause. La cause profonde de ce désastre, c'est l'agression du Rwanda. Je répète, c'est l'agression du Rwanda. Donc il faut bien nommer les choses. C'est ce que le président Tshisekedi a fait du haut de la tribune des Nations Unies. Il a redit que c'est la guerre d'agression que nous subissons faite du Rwanda, qui travaille avec des supplétifs que sont le M23, mais tous les rapports des experts de l'ONU ont documenté le fait que c'est le Rwanda qui agresse. Donc il faut d'abord que la communauté internationale reconnaisse que c'est une agression. Il y a un agresseur et il y a un agresseur. L'agresseur, c'est le Rwanda, l'agressé, c'est le Congo. Deuxième chose, il faut que le Rwanda retire ses troupes du Congo. C'est la condition sine qua non. Après, à partir de ça, on est toujours ouvert au dialogue, à la paix. C'est-à-dire que cette paix, elle doit être juste, elle doit reposer sur la vérité, et elle doit être durable. 30 ans, Monsieur Kalonji, ces choses de près, qu'il y a cette crise sécuritaire, si je peux le dire, à l'Est. On a connu la FDL et tout. Donc, de ce point de vue-là, on veut que cette fois-ci, s'il y a des traités de paix qui soient signés, que ce soit quelque chose de durable, parce que ça repose sur une paix juste. De l'État, le président Tshisekedi a rappelé qu'il y a une feuille de route qui avait été adoptée à Luanda. Une feuille de route qui consiste, je donne quelques étapes, c'était d'abord cesser le feu, première étape. Deuxième étape, désengagement, démobilisation, retrait de la part du M23 et du Rwanda de leurs troupes de notre territoire. Les Rwandais rentrent chez eux, les gens du M23 sont cantonnés dans des lieux bien précis, on les désarme, et puis en plus de ça, les troupes congolaises reprennent le contrôle de tous ces territoires qui aujourd'hui sont occupés par ces terroristes. Et ensuite, on peut commencer un processus de réinsertion sociale pour ceux qui sont congolais parmi ces terroristes des rebelles. Parce qu'on l'a très bien dit, le chef l'a rappelé dans son discours, un des éléments fondamentaux pour pouvoir revenir à la paix, c'est notamment le PDDRCS, c'est-à-dire le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion sociale, justement dans la communauté. Et c'est très important. C'est pour ça qu'il a dit que la communauté internationale doit être aussi sincère et conséquente. Parce que tous ces groupes armés là qui pullulent à l'est du Congo, ils ne sont pas le fait simplement de Congolais. Ce sont des puissances externes qui instillent ça, qui agitent, qui tirent les ficelles des positions, mais le Congo a donné ses exigences. Je le rappelle, c'est que c'est grave, c'est-à-dire qu'il doit reposer sur la vérité, et la vérité, c'est une agression Congo par l'eau. Parce que vous savez, dans la vie, on a toujours dit la guerre, c'est Clausewitz qui dit la guerre, c'est la continuation de la diplomatie, pardon. Ça veut dire que la diplomatie ne cesse jamais. Il y a des périodes de paix, il y a parfois, malheureusement, parce que la guerre est toujours une catastrophe, des périodes de guerre, mais on revient toujours à la diplomatie. Je donne un exemple. Regardez ce qui se passe
en Ukraine. Malgré le tir bombarde tous les jours, il y a des initiatives de paix. Vous avez vu qu'ils ont échangé même des prisonniers à plusieurs reprises, même entre Israël et le Hamas, par l'intermédiaire des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar. Il y a des initiatives. Ça veut dire que chez nous, même si effectivement il y a un conflit sur place, où le Rwanda ni même d'y être, le Rwanda ni d'être présent, mais alors il y a un paradoxe d'ailleurs. Le Rwanda, nous ne sommes pas au Congo, mais malgré tout, c'est le Rwanda qui signe les accords. Ça veut dire que le Rwanda signe au nom du M23. Donc le Rwanda est impliqué dedans. Donc de ce fait, il y a le conflit sur le terrain, nos vaillants soldats, les FARDC et les patriotes des Wazalendo mènent un combat à la fois de résistance et de reconquête des territoires qui ont été pris par nos ennemis, mais à la fois effectivement, nous travaillons parce que le président Tshisekedi est un faiseur de paix. C'est quelqu'un qui est là pour la paix. Il n'a qu'un seul leitmotiv, une seule ambition, c'est développer ce nom première ennemi. Donc, première, tout faire. Et vous avez vous-même, vous dites, ça fait 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un conflit que l'on a trouvé. C'est un conflit que le président a essayé de résoudre en changeant de paradigme. Quand il est arrivé au pouvoir en 2000, qu'est-ce que le président, il a été les voir en disant, voyons les choses autrement. Parlons, essayons de négocier, essayons même de partager en quelque sorte ce qu'on appelle un projet de co-développement. C'est pour ça que même, et je le redis, on a voulu même faire ce qu'on appelle des joint ventures pour l'exploitation de l'or à l'Est et tout ça. On a essayé de le faire en se disant, ce sont des richesses dont le Congo a, partageons le fruit de ces richesses, mais faisons-le légalement, pas par la contrebande. Et attendez, qu'est-ce que les autres pays fonctionnaient avec les autres pays? Il y a un seul pays avec qui ça n'a pas fonctionné, c'est le Rwanda. On a vu, ils ont joué le jeu de l'hypocrisie, puisqu'on peut le dire aujourd'hui. Et puis après, boum, en 2021, ils ont commencé à réarmer, en novembre 2021, je pense, ils ont commencé à réarmer le M23 pour qu'ils attaquent le Congo. Donc, de ce point de vue-là, je répète, ça fait 30 ans, il faut changer de méthode. La méthode, c'est laquelle? C'est à la fois la méthode du président Tshisekedi, parler, dialoguer, mais aussi renforcer les capacités de notre armée. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Une armée qu'il a trouvée dans un état vraiment très mal en point, pour ne pas dire une armée qui avait été négligée pendant longtemps, et lui il l'a réarmé. Il y a une loi pour la première fois de notre histoire, une loi de programmation militaire. Les fonds ont été investis pour qu'il y ait pris de nouvelles recrues. On forme nos gens pour que précisément notre armée reprenne le dessus et soit une armée qui est vraiment une fonction républicaine, pas de souveraineté. Les choses ne sont pas aussi. Bill Gates a peut-être des avantages, je ne le sais pas, mais je vous crois. Il investit là où il veut. Il est libre. C'est un Américain, c'est un Congo. Mais on sait le travail qu'il fait au Congo. Notamment, il accompagne le gouvernement congolais pour ce qui est des vaccinations, comment on peut dire, fondamentales pour les enfants. Le gouvernement congolais, avec l'accompagnement de l'OMS et l'accompagnement de la Fondation Bill Gates et peut-être d'autres organismes internationaux comme l'UNICEF par exemple, de l'enfant, nous faisons des grandes campagnes. Et d'ailleurs, lors de l'entretien entre le chef de l'État et Bill Gates, il a été établi que le Congo a une très très bonne performance en ce qui concerne la lutte contre la poliomyélite, vous voyez, donc une maladie qui fait que des enfants gardent des séquelles. Vous savez ce que c'est, les séquelles des handicaps. Eh bien, on a fait reculer cette maladie depuis 2-3 ans parce qu'il y a eu des bonnes campagnes de vaccins. Donc de ce point de vue-là, il faut mettre fin à ce genre de théorie du complot. Le chef de l'État, comme vraiment, quelque chose qui est vissé au cœur, à savoir que la véritable richesse, au-delà des minerais, c'est ce qu'on appelle le capital, c'est-à-dire jeunesse. Vous savez bien que dans notre million d'habitants, près de sont des jeunes de moins de 25 ans. Ces jeunes, c'est une bombe à retardement si jamais ils ne sont pas formés. C'est ça que à l'Est, on peut les recruter pour un certain nombre d'entre eux, un certain nombre, pas tous, mais dans les groupes armés, tout ça. Mais donc il faut offrir un avenir. Et cet avenir, il passe par une formation, par une éducation. Le chef de l'État est le premier chef d'État qui, depuis la Constitution de 2006, a mis en application la gratuité de l'enseignement primaire, et on va bientôt passer au secondaire. Et donc, de ce point de vue, il veut améliorer. Alors, il pose la question, il dit, pour pouvoir aller, utilisons de l'information. Notamment, il l'a dit d'ailleurs dans son discours, la maîtrise de l'intelligence artificielle. Exactement. On peut y revenir si vous voulez. Mais il a dit dans ce cadre-là, il a tout un programme pour essayer d'accélérer dans les coins perdus du pays, essayer de voir comment les enfants peuvent maîtriser cette technologie, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne maîtrise pas Internet, c'est quelqu'un qui a une certaine forme d'illettrisme. Vous le savez bien, c'est tout le travail. C'est pour ça que 5 ans, enfin 3 ans, puisque le conflit a commencé en repris en 2021, que le président, toutes les instances du monde, dit la vérité en disant c'est le Rwanda. Et qu'est-ce qu'il a demandé à le 25 dans son discours? Des sanctions. Ce n'est que à cette condition-là que l'on fera plier le Rwanda. Et vous voyez d'ailleurs cette diplomatie agissante, comme on dit, le chef de l'État, elle commence, vous voyez que de petit à petit, l'Union européenne a suspendu un don de 20 millions qu'il devait donner au Rwanda. Donc ça veut dire qu'il faut parler avec tout, faire avancer. Vous savez,
Un agenda diplomatique, c'est comme un jeu. J'avance mes pions les uns après les autres avec une stratégie derrière pour atteindre. Et le but, président Tshisekedi, c'est amener, parce que c'est sur la sécurité que l'on pourra vraiment développer. C'est-à-dire que le Congo, quand vous regardez la map, la carte, vous voyez que le Congo, c'est l'Afrique, le Congo, grand pays avec 9 frontières, c'est-à-dire que le Congo a nettement une vocation diplomatique de grande envergure. Ça doit être une grande puissance, le Congo. Mais il n'a jamais vraiment assumé ce rôle-là. Et le président a la volonté, il a la détermination de faire assumer ce rôle, notamment en ayant une voix instantanée. C'est pour ça, depuis que le président est en place, vous voyez que le Congo assiste à des conférences. Avant, à l'époque, avant le président Tshisekedi, comme disait l'autre, on parlait du Congo sans que le Congo soit autour de la table. Voilà. Aujourd'hui, partout où on parle du Congo, le Congo est pris par le président, par ses ministres, par ses représentants. Parfois, des gens critiquent ça en disant « Oh, le président voyage beaucoup ». Mais il voyage pour une chose, c'est pour faire connaître le Congo, pour que notre voix soit entendue, parce que pendant trop longtemps, on était absent, on vivait en autarcie pendant les 18 ans de Kabila. Mais aujourd'hui, le Congo est de nouveau sur le devant de la scène diplomatique mondiale. Et notamment, ça c'est l'aboutissement, deux choses. Première, c'est que l'on veut avoir notre place au sein des instances décisionnelles. Nous sommes candidats comme membres non permanents au Conseil de sécurité pour la période à partir de 2026. Le vote se fera en 2025. Mais nous sommes aussi candidats pour un siège au comité des droits de l'homme de l'ONU. Le vote se fait le 9 octobre prochain et le Congo se bat parce que le Congo est un grand pays et il doit marquer. Nous sommes dans plusieurs comment on appelle ça, des organisations sous-régionales, dans la SADC, dans la CEAC, l'Afrique centrale, dans l'Union africaine. Ouais. Donc le Congo doit jouer. Et alors ce que je voudrais dans ce domaine-là, c'est que Tshisekedi est là, il a refait ce qu'on appelle une diplomatie agissante pour que des Congolais occupent des postes au niveau des instances internationales. C'est pour ça que le ministère des Affaires étrangères a lancé un grand concours de recrutement de talents pour dire à tous nos compatriotes jeunes Congolais qui vivent au pays, qui sont dans la diaspora, qui sont formés, qui ont des diplômes, qui ont une expérience, qu'ils posent leur candidature pour pouvoir peut-être être demain directeur général de l'OMS, directeur général de l'UNICEF, directeur général de la francophonie. Il faut qu'il y ait des Congolais là parce que où qu'ils soient, ils serviront aussi en quelque sorte le pays et ils représenteront la fierté du pays. Aujourd'hui, je termine par là, on a notre frère, le docteur Jean Cassé, qui est directeur général de ce qu'on appelle le CDC, c'est-à-dire l'Organisation de la Santé africaine. C'est une fierté pour le pays. Voilà. Mais le Congo est riche, vous venez de le dire. Nous vivons par dedans. Vous avez un mot à dire? Nous ne vivons pas que par. Nous avons besoin des dons encore maintenant. Parce que nous sommes sur une trajectoire, Monsieur Kalonji. Les choses ne se font pas, Rome ne s'est pas construite. Ça c'est vrai. Depuis qu'il a 19, vous vous rappelez, on avait un Kabila 4 milliards. Aujourd'hui, on a un budget de 18 milliards. Ça veut dire qu'on a quadruplé notre budget en l'espace de 4 ans. Pourquoi? De deux manières. Mais les Congolais ne sentent pas ça. Ils ne ressentent pas ces 18 milliards. C'est comme si les institutions prenaient un grand pourcentage de ces 18 milliards. Non, il y a deux questions, enfin, deux problèmes. De un, vous dites qu'ils ne ressentent pas. Je pense qu'ils commencent parce que quand on voit que le Congo commence à produire des choses. Il y a des usines qui s'ouvrent, par exemple à Maluku, sur la zone économique spéciale. On est en train de remettre en place une structuration pour que, comme on dit, la chaîne de valeur, notamment au niveau agricole, on puisse produire au Congo et consommer congolais et ne plus vivre de l'importation. Je suis d'accord, mais j'ajoute que ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un jour. Vous savez, créer une filière de chaîne de valeur agricole, c'est-à-dire à partir des semences, des engrais, de la récolte et de la transformation, ça prend un peu de temps. Nous sommes 100 millions, ce n'est pas facile. C'est pour ça que le président, dans son nouveau projet, son nouvel engagement, après sa réélection, ce qu'il a fait de réélire en 2023, il a 6 engagements. 6 engagements, vous savez, il y en a un, diversifier l'économie et puis création d'emplois, près de 6 millions d'emplois en 5 ans. Ça passe par création PME et moyenne. Donc pour que le Congo, vraiment, le pas un budget de 18 milliards, c'est un budget de 32 milliards que nous devrions avoir. Et on l'a dit d'ailleurs, pour que le Congo soit vraiment un pays, soit à la hauteur de ses besoins, il faut qu'on ait... Voilà pourquoi à la fois les efforts du gouvernement payent leurs fruits, mais on a encore besoin d'aide. Cette aide-là, on espère qu'un jour, on n'en aura plus besoin, on pourra s'en passer. Comme dirait l'autre, on aura plus besoin d'investissement direct que de prêts, de dons, de subventions. C'est-à-dire que l'intérêt du Congo, c'est la seule chose. Quand je dis l'intérêt du Congo, l'intérêt de la population congolaise, des Congolais et des Congolaises. C'est pour ça que je vais voir je regarde ce que les Chinois m'offrent, ça me convient, le partenariat, construire des routes, construire des hôpitaux, construire des écoles, développer notre économie, c'est très bien. On prend ce qu'on doit faire. Les Chinois offrent 50 milliards de dollars. Il y avait en même temps, concomitamment, il y a eu un forum
il y avait le forum Afrique-Chine, et puis il y avait le forum RDC-Chine. Et dans ce forum, des gouverneurs, des hommes d'État dialoguaient avec les Chinois, et on a vu qu'il y avait vraiment une demande des Chinois de venir. Et pas seulement dans les mines, notamment dans l'agriculture aussi, parce que la véritable richesse du Congo, c'est l'agriculture, comme le président, la revanche du sol sur le sous. Et de ce point de vue, maintenant, on travaille pour pouvoir présenter des projets. À part ça, on vient voir les États-Unis. Mais en tout cas, une chose est claire. Et ça, nous parlerons, nous dialoguerons, et nous aurons encore de la coopération avec toutes les instances qui nous permettent de faire valoir. Mais une chose que je veux vous rappeler, M. Kalonji, il n'obligeait pas le Congo à choisir les uns contre justement. Nous nous tenons à équidistance, c'est-à-dire à d'égal des uns des autres. Ce qui nous compte pour nous, c'est notre intérêt. Il ne faut plus voir le monde comme c'était à l'époque de la guerre froide, où il faut être soit du camp de l'Ouest, soit du camp de l'Est. Non. Nous sommes du camp qui veulent travailler. Aussi, il faut faire évoluer cette constitution, c'est pour rendre justement le travail de l'exécutif plus efficace. Plus efficace. Et pourquoi on veut le rendre efficace? Parce qu'on a un devoir de redevabilité envers la population. On ne peut pas dire à la population, non, on doit faire ceci, et puis être bloqué par des textes qui datent d'une époque où on avait mis en place une constitution pour que tous les pouvoirs se tiennent en quelque sorte et ne puissent pas déborder l'un sur l'autre. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un ex qui a la légitimité, de la souveraineté et la légitimité populaire, puisqu'il est élu par le peuple. C'est le peuple qui l'a choisi. À 73%, je vous rappelle. C'est-à-dire c'était un véritable plébiscite. Mais lui, s'il doit rendre des comptes, il faut qu'on lui donne les moyens de pouvoir rendre ses comptes, c'est-à-dire les moyens et le pouvoir tel qu'il peut l'avoir, sans vouloir être dictateur. Si vous savez, il y a une véritable chose, je me permets de le dire, le président Félix sera jamais, et il l'a dit lui-même, parce que dans son ADN, c'est l'esprit de l'UDPS, c'est l'esprit de Papa Etienne, c'est l'esprit